Bonjour, pour ce nouveau vlog, j'ai choisi de vous parler d'une étude chinoise qui a sondé l'opinion des patients et de leurs proches à propos de l'arthrose du genou, de la thérapie par exercice pour traiter cette pathologie et à propos des facteurs qui peuvent influencer l'observance à la prescription des exercices. Cette étude a pour titre Patients' Views Towards Knee Osteoarthritis Exercise Therapy and Factors Influencing Adherence, a Survey in China. Elle a été publiée en 2018 dans le journal The Physician and Sports Medicine. Pour récolter des informations, les auteurs ont utilisé un sondage en ligne. Sur 1069 connexions à ce questionnaire en ligne, ils ont pu obtenir 874 réponses complètes, dont 299 patients. Les autres répondants étaient des proches de patients. Le questionnaire était composé de questions fermées pour demander des informations générales sur les personnes, comme leur âge ou leur sexe, s'ils avaient de l'arthrose du genou, ce qu'ils pensaient de la sécurité, l'efficacité et du mode de délivrance de la thérapie par exercice, s'ils seraient disposés à recevoir ce type de thérapie, les facteurs qui pourraient influencer l'observance, puis il se terminait par des questions ouvertes sur les barrières et les facteurs facilitant l'observance. Les informations ont été récoltées en Chine, ce qui pose la question de la généralisabilité des résultats à la France. Je fais ici le choix d'interpréter la pertinence possible de ces informations à la France en me basant sur mon expérience clinique. Tout ce qui suit n'est donc que mon opinion. Je ne force personne à être d'accord, c'est juste l'interprétation que je fais depuis mon point de vue à moi. Ce premier tableau présente l'opinion des personnes interrogées sur l'emploi d'une thérapie à base d'exercices pour traiter des douleurs liées à l'arthrose du genou. Nous pouvons interpréter qu'une partie de la population chinoise pense que des exercices peuvent être efficaces en cas d'arthrose du genou. Toutefois, certaines personnes pensent que le niveau d'arthrose peut déterminer l'efficacité possible des exercices. En France, lorsque nous interrogeons nos patients sur ce qu'ils pensent de l'intérêt de faire des exercices, certains nous disent des choses comme « de toute manière, je n'ai plus de cartilage, mais c'est trop tard » ou encore « on m'a clairement dit que si je veux continuer à marcher, il faudra me mettre une prothèse ». Lorsque nous pensons que des exercices ont la possibilité d'améliorer la situation d'un patient et qu'on se dit qu'il est possible que le patient n'essaye même pas de suivre un programme de rééducation à cause de ses croyances, ça peut être très frustrant pour nous, kinésithérapeutes. Nous savons qu'il existe peut-être une solution, mais le patient ne va même pas essayer à cause de ce qu'il croit. Il me semble important de prendre du recul pour réaliser la chose suivante. Même si le patient peut avoir tendance à défendre ses croyances lorsque nous cherchons à les discuter, il ne les a pas inventées. Malheureusement, elles proviennent souvent de professionnels de santé. Attention donc à aborder ces croyances en évitant de tomber dans la confrontation où chacun aura tendance à défendre sa théorie. Au final, si notre relation thérapeutique est un combat, lorsque le patient sera seul chez lui, c'est lui qui décidera de faire ses exercices ou pas, et nous ne pourrons rien y faire. Il gagnera donc à tous les coups. Un autre point qui ressort, et qui est lié d'une certaine manière au précédent, est la proportion élevée de personnes qui considèrent que la recommandation d'un programme d'activité physique ou d'un programme d'exercice de renforcement doit venir d'un professionnel de santé. Cela traduit l'habitude de la population à faire confiance aux professionnels de santé. Les patients et leurs proches ont besoin de pouvoir s'appuyer sur l'avis des professionnels de santé pour se sentir en sécurité lorsqu'ils sont pris en charge pour leur douleur de genou. Ils ont besoin de certitude. Et lorsqu'un professionnel de santé met en doute ce qu'un autre professionnel de santé a pu dire, soit directement en donnant des informations contradictoires, soit indirectement en proposant un traitement qui ne colle pas avec les informations précédemment reçues, le patient se retrouve dans une situation où il doit soit accepter que tout le monde n'a pas le même avis et qu'il existe un degré d'incertitude dans le domaine de la santé, soit il doit choisir d'accorder sa confiance à un des professionnels de santé et à sa version. Envisager qu'il existe de l'incertitude dans le monde de la santé à propos de leurs problèmes ne rassure pas les patients.
il semble qu'il est plus rassurant d'adopter une position dualiste et de se dire qu'un des professionnels de santé détient la bonne réponse, tandis que l'autre a la mauvaise. Le patient doit donc faire un choix, et parfois, il ne nous choisit pas, ce qui peut nous agacer, car nous cherchons à l'aider avec nos convictions et nos croyances à nous. Et lui, il ne nous écoute pas. En tant que kiné, différentes pensées peuvent nous passer par la tête, comme par exemple « Pourquoi dépenser notre énergie ?» ou encore « Je suis nul dans mon travail » ou bien « J'en ai marre d'être considéré comme inférieur car je suis seulement kiné ». Bref, soit on se protège en attribuant la faute aux autres, soit on se sent coupable. Pas facile comme situation. Une des affirmations pour laquelle le niveau d'accord a été le plus faible est celle qui dit que le renforcement du genou peut être pratiqué en sécurité par tous. Et la deuxième de ce classement dit que l'activité physique peut être pratiquée en sécurité par tous. Ces résultats reflètent à nouveau les inquiétudes des patients par rapport à leur situation et par rapport au risque de faire des mauvaises choses, et du coup, leur besoin de pouvoir faire confiance aux professionnels de santé pour prendre ces décisions. Tout ceci peut sembler flatteur pour les professionnels de santé. En effet, nous pouvons nous dire que les patients nous font confiance, ce qui valorise notre rôle. Maintenant, si on espère rendre des populations plus autonomes et donc moins dépendantes des professionnels de santé, nous ne pouvons que constater qu'elles n'ont pas été habituées dans ce sens et qu'il reste encore un long chemin à parcourir. Une autre affirmation avec laquelle la proportion de personnes interrogées en accord était faible est « la douleur du genou sera pire après l'activité physique ». Cela traduit encore une fois les craintes des patients et peut-être les croyances négatives en lien avec la douleur. Pour résumer mon point de vue, je retiens l'importance de rassurer les patients en les aidant à accéder à des connaissances à jour sur le lien entre l'arthrose et les douleurs du genou, la capacité de l'activité physique et des exercices de renforcement à améliorer leurs symptômes, de les aider à mieux comprendre le fait que la perception douloureuse est une alerte qui est le résultat d'une interprétation de la situation et de multiples facteurs, et de les aider à changer de focus pour se pencher sur la fonction. Le tableau m'évoque l'impact des opinions divergentes des professionnels sur la confiance des patients dans le système de soins et paradoxalement leur dépendance à ce système par leur besoin de s'appuyer sur les recommandations des professionnels de santé. En adoptant un point de vue positiviste poussé à l'extrême et en voulant imposer les préférences de la majorité à tous, le tableau suivant pourrait nous faire penser que les patients et leurs proches considèrent que la responsabilité de poursuivre le programme d'exercice revient au patient, que le patient doit constater que le programme l'aide pour le suivre, qu'il appartient au patient de choisir si les séances de groupe ou les exercices à la maison sont les plus adaptés pour lui, que l'éducation sur l'hygiène de vie est souhaitée par les patients et que les exercices proposés doivent être adaptés aux besoins de l'individu. D'un point de vue général, j'ai tendance à être d'accord avec ces affirmations. Toutefois, si je le généralise à tous les patients, je peux m'exposer à des problèmes. Par exemple, si j'ai en face de moi un patient qui considère que le professionnel de santé est le mieux placé pour déterminer s'il est mieux de pratiquer des exercices à la maison ou des séances de groupe, je risque d'utiliser des stratégies qui peuvent potentiellement poser problème. En effet, je risque de tenter de lui faire comprendre pourquoi c'est mieux que ce soit lui qui choisisse, et si jamais il est convaincu du contraire, il sera aisé de tomber dans la confrontation, ce qui sera très défavorable à la qualité de l'alliance thérapeutique et au suivi du traitement. Je risque aussi de le cataloguer comme une personne qui ne veut pas se prendre en charge, un patient passif, un mauvais patient, celui dont je n'aime pas lire le nom dans mon agenda. En gros, rejeter la faute sur lui pour me protéger. Ou bien me sentir nul dans mon travail car je n'y arrive pas avec lui
et ne pas avoir envie d'être face à un patient qui me renvoie ce sentiment. Bien entendu, nous pouvons faire réfléchir le patient sur les intérêts de décider lui-même. Toutefois, si après réflexion, le patient préfère nous laisser le choix, nous avons parfaitement le droit de partager notre opinion et de le laisser décider de la suivre ou pas. Il faudra alors être prêt à ce que le patient ne la suive pas finalement. Et surtout ne pas prendre ça pour nous. Pas évident tout ça. Au final, de savoir qu'une majorité de personnes a une certaine opinion et de définir des stratégies de prise en charge sur cette base pour les appliquer à tous les patients permettra sans doute de tomber juste avec une plus grande proportion de patients. Mais cela revient à laisser de côté les personnes qui ne pensent pas comme la majorité. De plus, comment faire lorsque les avis sont répartis quasiment à 50-50 ? Par exemple, si on prend de manière isolée l'opinion des personnes sur le fait qu'il est mieux de pratiquer des exercices seul à la maison ou de pratiquer des exercices en séance de groupe. Nous sommes coincés, puisqu'aucune majorité ne se dégage. À moins de choisir pour les patients en tirant à fil ou face, mais serait-ce bien adapté ? Au final, il est très intéressant d'avoir un aperçu des croyances générales dans une culture particulière. Toutefois, il est important d'avoir à l'esprit qu'il existe des sous-cultures ou encore des contre-cultures qui vont penser différemment, et que les personnes qui appartiennent à ces groupes ont le droit de bénéficier d'une prise en charge en accord avec leurs principes. Ensuite, les auteurs ont sondé les patients et leur entourage sur des facteurs qui peuvent influencer l'observance du traitement utilisant des exercices à la maison. Ils l'ont fait de deux manières. D'abord, en proposant 5 facteurs et en demandant aux personnes sondées de dire si elles étaient d'accord ou pas. Puis, dans un deuxième temps, en posant des questions ouvertes pour se donner la possibilité de découvrir des facteurs auxquels ils n'avaient pas pensé eux-mêmes. À nouveau, nous pouvons nous concentrer sur les facteurs les plus fréquemment identifiés par les patients pour réfléchir à des stratégies spécifiques à mettre en place. Mais lorsque nous aurons en face de nous un patient pour qui le facteur décisif est un des facteurs les moins cités, nous risquons de nous sentir en difficulté par manque de stratégie. Par exemple, si on prend le facteur facilitant, avoir plus de connaissances sur la maladie et sur la thérapie utilisée, couplé à la barrière, avoir peu de connaissances sur la pathologie et sur la thérapie, que seulement 2,4 et 3,1% des patients ont mis en avant, nous pouvons nous dire que d'aider les patients à comprendre leurs problèmes et leur prise en charge est un souci mineur. Et donc, en conclure que ce type d'éducation est inutile, ou trop souvent inutile pour y accorder du temps. Ma proposition est de réfléchir d'abord aux facteurs les plus souvent cités pour développer des idées pour notre prise en charge, puis ensuite aux autres facteurs, mais d'aller au bout de la liste. Après avoir réfléchi à des stratégies pour toutes les situations citées, lorsque nous serons face à un patient, le risque sera d'imposer nos idées et de ne pas partir du patient en lui parlant de tous les facteurs possibles. Non seulement ça va nous prendre beaucoup de temps, nous risquons de proposer des stratégies qu'il connaît déjà, passer du temps sur des points qui ne sont pas pertinents pour lui, ou même confronter ses croyances sans le savoir. Une autre manière de faire pourrait être de montrer la liste au patient, sans des pourcentages, et de lui demander d'identifier les facteurs qui semblent pertinents pour lui, puis de l'accompagner dans sa réflexion sur comment utiliser au mieux les facteurs facilitants et contrôler au mieux les facteurs défavorables. La démarche sera de d'abord partir de sa réflexion à lui, puis éventuellement de partager des informations qu'il n'a pas et que nous avons du fait de notre connaissance des données de littérature et de notre expérience clinique. En partant de ce qui est important et pertinent pour le patient, en proposant de prendre en compte les données de la littérature et ce qu'il s'est passé avec nos patients précédents, nous adoptons bien les 3 principes de la pratique fondée sur l'épreuve. Et si le choix final revient au patient, notre pratique est bien centrée sur le patient. Cet exemple illustre bien
que ces concepts théoriques sont applicables en pratique courante. Si nous reprenons la pertinence de mieux connaître la pathologie et le traitement exprimé par les patients, il convient aussi de se rappeler que peu de personnes ont proposé ce facteur en réponse à une question ouverte qui leur demandait d'en identifier. Contrairement au tableau précédent, ce ne sont pas les chercheurs qui ont fait cette proposition aux personnes. Peut-être que les pourcentages auraient été différents. C'est exactement la même chose pour le facteur facilitant qui ressort le plus souvent. Si un tiers des patients avancent que l'observance sera améliorée si les symptômes articulaires sont améliorés à la suite de l'application de la thérapie, cela ne signifie pas que lorsque cette situation se produit, 2 tiers des patients ne seront pas influencés. Alors, je dois vous avouer que tout ce que je vous ai dit jusqu'ici correspond à mon interprétation des résultats de cette étude, et que je l'ai préparé avant même d'avoir lu la section discussion d'articles. Je ne dis pas que c'est comme cela qu'il faut faire, mais j'ai envie de faire comme ça. Dans la section discussion d'articles, les auteurs interprètent les résultats de leur étude en adoptant une position ontologique différente de la mienne. Ils s'intéressent à l'avis de la majorité, en mettant l'accent sur les priorités qui correspondent aux chiffres qui ressortent de leur questionnaire. De plus, ils proposent des stratégies, comme l'éducation pour améliorer l'observance au traitement, en l'utilisant pour par exemple faire prendre conscience aux patients de l'importance de trouver du temps pour leurs exercices. Ils semblent considérer que si un patient ne fait pas ses exercices, c'est qu'il ne comprend pas que ces exercices doivent passer avant son travail ou sa famille. Selon moi, cette décision doit revenir au patient, et je ne me sentirai pas la légitimité de lui imposer. Toujours dans le but de convaincre les patients, une autre stratégie proposée est d'expliquer aux patients qui ont un problème cardiaque que ces exercices sont bons pour le cœur. La supposition est la suivante. Les patients seront plus motivés pour prendre soin de leur santé cardiaque que pour prendre soin de leurs genoux. D'après ce que je comprends de ce qui est écrit, les auteurs proposent de miser sur la menace. Malheureusement, cette approche n'a pas démontré des résultats intéressants dans beaucoup d'autres champs de la santé, comme par exemple en addictologie, pour le sevrage tabagique ou alcoolique notamment. Ce positionnement paternaliste vis-à-vis du patient est peut-être pertinent auprès de la culture chinoise. Mais en France, notre culture latine n'y répond pas toujours bien. Et à l'heure d'une pratique cherchant à promouvoir l'autonomie du patient, l'infantilisation qu'elle entraîne semble contre-productive. Ce que je veux dire par là, c'est que si le patient est l'enfant dans la relation thérapeutique et le kinésithérapeute joue le rôle du parent, le patient risque de faire les choses pour obtenir l'approbation de son kiné, pas en pensant à son intérêt à lui. Et par exemple, le jour où le kiné ne sera plus là, eh bien, que devient la motivation du patient à pratiquer des exercices ou de l'activité physique pour rester en bonne santé? Je crains qu'elle s'évapore. J'ai eu envie de vous parler de cet article pour partager mon point de vue sur les résultats de l'étude. Ce point de vue est peut-être différent des interprétations qui peuvent être faites habituellement des résultats de sondage. Pour moi, cet article illustre bien la différence entre un point de vue positiviste d'un côté, qui va surtout chercher à connaître l'avis de la majorité dans l'espoir de découvrir la vérité unique et ainsi augmenter les probabilités d'obtenir de bons résultats, et un point de vue constructiviste d'un autre côté, qui cherche à s'intéresser aux différentes interprétations de chacun pour tenter de proposer une prise en charge adaptée à la vérité de chaque personne. Encore une fois, ces mots ne sont que les miens, et je ne prétends pas détenir la vérité. Cette vérité est celle que j'aperçois de mon point de vue actuel. Et ce que j'analyse depuis ce point de vue pourra évoluer dans le temps en parallèle avec l'évolution de ma compréhension. Mes expériences futures me permettront sans doute de voir cette vérité depuis des points de vue différents, ce qui, je l'espère, me permettra de mieux comprendre la situation et surtout de mieux aider mes patients. Bravo à ceux qui sont allés au bout de cette vidéo.
J'espère que tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui est resté compréhensible. Ce genre de réflexion est la conséquence de mon cursus de master en physiothérapie et éducation que j'effectue actuellement à l'université de Brighton. Ce cursus m'aide à prendre du recul et à analyser les choses par moi-même. J'invite toutes les personnes intéressées par cette démarche, pour qui la langue et le contexte personnel et familial le permettent, à se lancer dans un master. C'est un processus que je trouve vraiment très enrichissant. Lors du cours que je propose avec l'agence EBP sur comment améliorer l'observance à la prescription d'exercices à la maison, ces questions sont discutées en groupe et chacun pourra construire le point de vue qui lui correspond. Mais même s'il est important de discuter de tout ça, que toutes les personnes déjà inscrites à mes futures formations se rassurent, je vais aussi vous présenter beaucoup d'outils pratiques et vous les faire expérimenter pour que vous puissiez repartir mieux armé pour prescrire des exercices à la maison à vos patients. En attendant de vous croiser en formation, soit sur mon cours, soit sur un autre cours de l'agence EBP ou d'un autre organisme de formation, pourquoi pas, prenez bien soin de vos patients et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous.